L'intestin a une influence décisive sur notre santé et notre bien-être. C'est pourquoi, lors du nettoyage de printemps de cette année, nous ne désencombrons pas seulement notre maison, mais aussi le foyer de notre microbiote. Qu'est-ce que c'est? Cette question, on va se la poser dans les heures qui viendront, mais également le contexte entre le psychisme et l'intestin et comment pouvons-nous améliorer notre propre comportement alimentaire. C'est pas de la publicité pour un yaourt probiotique. À la fin de cette discussion, nous devrions avoir répondu à ces questions et à d'autres. Nous devrions également vous avoir transmis des connaissances applicables afin que vous puissiez optimiser votre santé intestinale et votre comportement. Je m'appelle Tamabek Giza et je vous souhaite au nom de l'assurance santé à tout prix la bienvenue à cette table ronde. Un autre à tout prix Digital Talk. Bonjour et bienvenue à nos spectateurs de la Suisse romande. L'événement sera traduit simultanément en français pour vous et moi je vais continuer en allemand parce qu'en tâche de fond, nous avons notre interprète Julia Zelm. Merci beaucoup pour la traduction, Julia. Un talk. Un talk. Je ne peux pas parler toute seule. Cet événement sera avec des experts et j'ai le grand plaisir de vous présenter Fabienne Bischoff. Fabienne, tu es experte en nutrition auprès de la Société suisse de nutrition. Ce qui m'intéresse tout d'abord, est-ce que tu as un mode alimentaire spécial ou est-ce que tu manges tout comme moi? Moi, je dirais que je mange tout. OK, mais peut-être de manière un peu disciplinée. Ça, c'est déjà très bien. Alors, on va tout de suite continuer avec la question suivante. Professeur Dr Stéphane Wawrinka, tu es médecin spécialiste en gastro-entérologie. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, le tractus gastro-intestinal et le foie. Voilà. Est-ce que tu as un mode alimentaire spécial? Non, pas forcément. Moi, j'aime bien manger et j'aime bien le vin aussi. Bien manger pour toi, qu'est-ce que cela signifie? Une cuisine raffinée, sophistiquée. OK. Et finalement, Ronia Shiftan, vous l'avez peut-être déjà vu à l'occasion d'un autre talk en monnaie. Ronia, tu es psychologue, tu t'es spécialisée dans le domaine de la psychologie alimentaire et médiatique. Question que je te pose, Ronia, comment est-ce que tu manges? Comment est-ce que je mange? Très varié. J'aime bien manger et j'adore tester de nouvelles choses. Et j'adore la cuisine asiatique. Qu'est-ce que tu as testé récemment? Un truc tout nouveau? Qu'est-ce que tu as mangé pour la première fois? Question intéressante là, ouf. Un nouveau type de tofu, glira ou laira, je me rappelle même plus le nom ou la manière dont ça se prononce. C'est une nouvelle manière de servir le tofu qui est délicieuse. C'était bon? Délicieux. Et j'ai adoré la texture, ça c'est très important. Je ne sais même pas si c'est un type de tofu, mais en tout cas c'est un truc végétal. Pourquoi est-ce que cela m'intéresse? Comment manger? Comment s'alimenter? J'ai entendu dans un documentaire que le tout a une influence sur notre microbiome, tout ceci. Et tout ceci sera discuté dans ce talk, mais peut-être il faut en commencer aux bases. Lorsque vous mangez quelque chose, par exemple un sandwich, que vous allez mordre dans un sandwich, il faut bien que ça passe le tractus gastro-intestinal, que ce soit digéré. Peut-être tu pourrais nous aider un petit peu, Fabienne. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on va croquer ou bien mordre dans un sandwich? Comme tu le dis, on va tout d'abord mordre un petit morceau de sandwich, c'est dans la bouche, et puis le tout est mis en petits morceaux par les dents. Ensuite, il y a la salive qui arrive, et dans la salive, il y a déjà comme des petits ciseaux qui vont tout couper. Ça sont les enzymes de digestion qui vont digérer les glucides. Ensuite, ça descend l'œsophage dans l'estomac. Et dans l'estomac bouge. Il y a une motricité au niveau de l'estomac. D'ailleurs, on le constate. Et c'est ainsi que ce que vous avez mangé est mélangé et les graisses sont déjà coupées en petits morceaux. Ensuite, il y a dans l'estomac cet acide gastrique. Et l'acide gastrique va prédigérer les protéines. Les protéines, c'est comme un gros morceau et grâce à l'acide gastrique, ça devient un filon. Et ensuite, ça entre dans le petit intestin grêle. Et dans le petit intestin grêle,
il y a la majeure partie de la digestion qui a lieu parce que là, il y a ensuite tous les secrets de digestion et ensuite du pancréas, ça arrive dans toutes les parties de l'intestin et dans le petit intestin de tout est coupé en petits morceaux. On le voit ici sur cette image, on avait mentionné la bouche, ensuite l'œsophage et l'estomac, c'est ce que vous voyez ici en rouge. Rouge foncé le foie et ensuite on a le petit intestin grêle qui est également en orange et puis ensuite c'est coupé en tout petits morceaux et ensuite ça passe au gros intestin qui vous est affiché en vert ici et dans le gros intestin on va évacuer l'eau et on va produire les sels. Et ensuite, on va aux toilettes et on va sortir les selles à travers l'anus. Et lorsqu'on parle de l'intestin, on parle du petit intestin et du gros intestin. Et quand on parle de l'intestin, c'est l'ensemble, et le petit et le gros intestin. Et ce que j'ai oublié de dire encore, pendant le processus de digestion, lorsque l'alimentation est coupée en petits morceaux, ça passe dans le sang et ensuite ça traverse le sang, ça traverse le foie et ensuite ça va en direction des cellules grâce au sang. Alors, tu résumes s'il te plaît. Quelle est la mission de l'intestin? Quelle est la mission principale de l'intestin lorsqu'on ingère les aliments et la nutrition? L'intestin va couper les aliments en tout petits morceaux. Le sandwich que tu as mentionné est coupé en tout petits morceaux. Et depuis l'intestin, ça passe dans le sang et ensuite en direction des cellules. Voilà, donc on a digéré ou mangé son sandwich. Et le microbiome, il se trouve où? Le microbiome, en principe, ce sont toutes les bactéries, les virus, les parasites, donc tout ce que nous avons en nous et autour de nous. Mais le microbiome, c'est également les bactéries intestinales, les parasites et les virus de l'intestin, mais également ce qu'on a sur la peau. Donc, le microbiome, il y a le microbiome et la flore intestinale. Le microbiome, c'est tout, et la flore intestinale, c'est ce qu'on a en nous, justement. Mais je voulais quand même en rester à la superficie pour qu'on se comprenne bien. Nous avons compris la mission de l'intestin. Maintenant, nous parlons de la santé intestinale. Comment est-ce que je sens que je suis en bonne santé, que mon intestin se porte bien ou bien qu'il a des problèmes? C'est toujours plus simple de commencer par les symptômes. Quels sont les symptômes classiques quand on n'est pas bien? C'est des maux d'estomac, des diarrhées. Ce qui est vraiment grave, c'est le son dans les selles. C'est un signe préoccupant. Il faut rapidement aller voir un médecin lorsqu'on trouve du son dans ces selles. Ce que je trouve fort intéressant aussi, il y a des personnes qui digèrent très très bien à la maison et dès qu'ils partent en vacances, ils ont du mal à aller aux toilettes. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est une chose psychologique? Entre autres, oui, en effet. Avoir du mal à aller aux toilettes parce que la situation a changé et souvent on mange autre chose. Et peut-être en train de voyager, on est nerveux et lorsque vous êtes nerveux, ça a tout de suite des conséquences sur le bien-être abdominal. La nervosité fait qu'on a des tensions en nous et on le ressent au niveau de l'estomac. L'estomac bouge. Il y a des muscles à l'intérieur de l'estomac, c'est cette motricité et le tout est toujours contrôlé par notre psychisme. Mais peut-être tu prends l'avion, les conditions climatiques sont différentes, la pression atmosphérique est différente, tu es nerveux parce que tu voyages, ensuite tu vas manger différemment, tu vas peut-être moins mastiquer. Lorsqu'on est nerveux, on a tendance à avaler les choses. Les personnes nerveuses, ou bien elles mangent plus, ou bien elles mangent plus stressées, avalent plus d'air et ne mastiquent pas. Il y a toute la mastication qui manque et toute la prédigestion manque. Et ça fait qu'on éprouve ces douleurs abdominales et souvent on mange plus rapidement. Et puis on n'a pas sa journée classique, on va peut-être faire la grasse matinée ou bien il y a le décalage horaire. Tout ça, ça peut influencer notre digestion et puis ce qu'on mange. Tout à fait. En fonction d'où vous allez, il y a des aliments tout différents et notre intestin, il aime bien les vieilles habitudes. Et je ne sais pas si tu as toujours mangé plus ou moins les mêmes choses et il y a que tout un changement, l'intestin, il va réagir. Mais c'est une partie du tout. Ronia, si tu vas en Asie, pour toi, ça sera parfait. Oui, moi, j'adore l'alimentation asiatique, mais
Souvent, mon intestin réagit intensément. Peut-être j'ai du mal à digérer les aliments, ou peut-être même les infections aussi. Les infections peuvent avoir des répercussions aussi. Tu as déjà parlé des symptômes qui vous permettent ou qui te permettent de voir si ton intestin est en bonne santé. Il y a un sujet dont personne n'adore parler, qui est un peu embarrassant, mais ça nous concerne. Ça sont nos selles. Et les selles, qu'est-ce qu'elles en disent? Que disent les selles de notre santé intestinale? Les selles normales, c'est 3 fois par jour jusque 3 fois par semaine. Lorsque vous êtes dans cette fréquence 3 fois par jour jusque 3 fois par semaine, c'est normal. Donc, si vous allez 3 fois par semaine aux toilettes, ça va. Si c'est moins, vous êtes constipé. Et si vous allez aux toilettes plus de 3 fois par jour, vous avez des diarrhées. Et à ce moment-là, il faut réagir. Ensuite, il faut voir quel est l'aspect physique des selles. Et c'est des sujets que je traite jour après jour dans mon cabinet. Ici, vous avez cette belle diapo où on voit cette échelle des selles de Bristol. On peut montrer ces petites images et on peut demander aux patients: et vos selles, ça correspond à quoi? Est-ce que c'est là-haut, ça sont des durs, les selles sont dures, séparées en morceaux comme les noix, ou est-ce que c'est plutôt comme ce que vous voyez là en bas, le type 7, qui est fade, humide, aucun morceau solide, etc. Ensuite, on peut dire voilà, entre 3 et 4, c'est plutôt normal. C'est d'ailleurs la raison pourquoi mon fils, quand il a vu ça pour la première fois, m'a tout de suite dit: moi, je veux jamais devenir un spécialiste du tractus gastro-intestinal. J'ai pas envie de parler caca du jour au lendemain. Bon, nous avons vu cette échelle. Est-ce qu'il y a justement des types qui sont idéaux? Oui, tout ce qui correspond au type 3, 4, au milieu, peut-être on pourrait le montrer encore une fois. Donc tout ce qui est entre 3 et 5, dirais-je, est tout à fait l'idéal, les selles idéales. Toi qui tu regardes ça avec tes patients? Je regarde pas physiquement les selles. Non, mais toi, si tu vas aux toilettes, tu regardes tes selles? Est-ce que tu les regardes, tu les examines régulièrement? Non, pas forcément. Non. Moi, j'ai un certain feeling que c'est ok, mais je regarde pas. Mais c'est quand même un sujet un peu embarrassant où on se dit: ouh, je veux pas en parler à tout le monde, Ronia. Pourquoi est-ce que on est toujours embarrassé? C'est ce qu'on a appris, c'est un effet de socialisation. Les selles, ça a toujours cette connotation sale, c'est quelque chose de fort intime. C'est un petit peu le portrait de l'état de la santé, on peut dire. Donc les selles montrent comment on se porte. Vous le remarquez peut-être si vous n'êtes pas trop bien, rapidement, vous avez des diarrhées. Les personnes anxieuses, par exemple, ont souvent des diarrhées. Et ce qui est vraiment très important, c'est que nous, comme société, nous avons du mal à parler de tout ce qui sort de notre corps. Et chez nous, dans notre société occidentale, tout ce qui sort du corps, c'est quelque chose d'intime. Il faut surtout pas parler. Il faut pas parler de ses règles. Il faut pas parler de ses selles. Le tout est un tabou, alors que c'est hyper dommage parce que les selles sont très importantes. Et à mon avis, il faudrait davantage parler caca, parce que ça nous concerne toutes et tous, et parce que nous allons tous aux toilettes. Il est très important qu'on ait une relation beaucoup plus décontractée avec ces selles, parce que c'est un indicateur de santé tellement important qui me montre comment je me porte. Et plus nous apprenons à parler de nos selles et à évoquer ouvertement des problèmes de digestion, et si nous disons, voilà, j'ai tel et tel problème de digestion, de sel, plus on s'aperçoit qu'il y a souvent des situations assez bizarres. Et peut-être lorsqu'on se concentre sur ce sel et qu'on fait des diarrhées sans cesse, qu'on est sans cesse constipé, on constate vraiment qu'on a un mal. Donc il faut oser en parler. Il faut oser regarder ce qui se trouve dans les toilettes et oser regarder. Parce que c'est une espèce de chef d'œuvre que j'ai produite. Oui, chef d'œuvre que j'ai produit. Qu'est-ce que j'ai produit là? Qu'est-ce que j'ai ingéré? Qu'est-ce que j'ai mangé? Et qu'est-ce qui sort de moi? Parce que les selles, c'est le fruit de notre comportement alimentaire. Regardez comment ça se présente. Est-ce que ça flotte? Est-ce que ça descend? Est-ce que ça se noie dans les toilettes ou pas? Oui, peut-être voir aussi. Finalement, mes selles ne sont pas si normales que cela. Nous avons vu cette échelle des selles de Bristol. Et lorsqu'on est sans cesse au niveau 7 et qu'on pense que c'est normal, c'est intéressant de discuter avec d'autres personnes.
Donc une fois qu'on s'aperçoit qu'on est hors de la normalité, on va peut-être remettre le tout en question et pas l'accepter comme ça. Donc voilà, regardez ces images pour déjà comprendre ce qui peut exister. Dans ton domaine de travail, dans les projets que tu fais, est-ce que les selles sont importantes? Bon, c'est pas un sujet hyper important, c'est plutôt le résultat sur ce qu'on fait dans ton domaine, à savoir la nutrition. Toi qui es expert de la nutrition, est-ce que c'est une base qu'on prend pour ensuite en déduire quelle est la nutrition, comme le fait Ronia dans le domaine de la psychologie? Dans le domaine où je travaille, c'est moins important, mais j'ai également travaillé comme conseillère à l'hôpital dans le contexte clinique, et là j'ai toujours travaillé avec cette échelle des selles de Bristol. Et c'est vraiment impressionnant de demander à des personnes, alors vos selles, ça correspond à quoi? C'est très difficile de l'écrire. Alors que lorsqu'on a de telles images, la personne peut tout simplement pointer du doigt un de ces types et c'est beaucoup plus simple. Et ça facilite. Et ça sont vraiment des informations précieuses. Très bien. Alors maintenant, je voudrais bien continuer. Au début, on avait dit qu'on allait parler du microbiome. Et peut-être vous vous dites, mais c'est quoi ce microbiome? Est-ce qu'on pourrait peut-être décrire ce que c'est ce microbiome? Je l'ai déjà. On préfère parler de la flore intestinale car le microbiome, c'est vraiment le tout. Alors que nous parlons surtout de la flore intestinale. La flore intestinale, c'est la flore que nous avons surtout dans le gros intestin. Nous avons des milliards de bactéries, mais vraiment des milliards de bactéries, 10 fois plus que nous avons des cellules humaines dans notre corps et heureusement la bactérie n'a pas la même taille qu'une cellule humaine, sinon on aurait le ventre tout gonflé et cela il faut se l'imaginer. Et ces bactéries se trouvent dans ce gros intestin. Il y a également quelques bactéries dans le petit intestin grêle, mais surtout dans le gros intestin. Et ces bactéries transportent des informations et du matériel génétique. Ce matériel génétique et ce qu'il y a de plus important et de plus nombreux. Récemment, j'ai lu un article scientifique intéressant où on a dit que nous sommes rien d'autre que des zombies qui sont contrôlés par leurs bactéries intestinales. Je trouve ça hyper intéressant parce que ces bactéries intestinales que nous avons en notre corps comportent beaucoup plus d'informations génétiques que nous et sont supérieures à nous. Et toutes les personnes qui ont fait du jeûne et qui le troisième jour ont été acheminés vers le frigo comme par quelqu'un d'extraterrestre parce qu'on avait l'impression maintenant je dois à tout prix manger quelque chose sinon je vais crever de faim. Ça montre la force des bactéries intestinales. On a atterri dans un film science-fiction où notre corps n'est que le hôte et qu'il y a cette invasion de bactéries. Tu n'as plus de libre arbitre. Voilà, tu n'as plus de libre arbitre. Ça sont les bactéries intestinales qui te contrôlent. Donc on en a des milliards. Je ne peux pas répéter le chiffre avec le puissance machin, mais en tout cas, quelle est la diversité de ces bactéries? Il y a une immense variété, il y a différentes catégories, sous-catégories, familles, et en fait, nous y connaissons pas vraiment. La flore intestinale, c'est la grande inconnue. Récemment, nous avons pu l'identifier au niveau génétique, mais la question de savoir quelles sont les missions des différentes bactéries intestinales, c'est la grande inconnue et nous ne savons pas non plus quelle est la composition idéale d'une flore intestinale parfaite. Bon, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut examiner ceci? Si on regarde mon intestin, est-ce qu'on peut les rendre visibles ou les détecter, les voir? Il y a en effet différents instituts qui proposent ceci. On peut envoyer ces selles et ensuite on reçoit une espèce d'analyse qui repose sur des méthodes moléculaires et on dit qu'il y a beaucoup de bactéries E. coli. Firmicutes et à la fin on reçoit une espèce de petit aperçu sous forme du feu de la signalisation vert, tout est dans le vert, rouge, tout est rouge ou bien jaune, ok. Et en fonction de ce feu, de la circulation, les patients viennent souvent chez moi et disent « Eh ben, chez moi, ça affiche rouge ou jaune. » Et après, je dois leur expliquer. En principe, on ne sait pas. On ne sait pas quoi en faire. Les sociétés qui proposent de telles analyses vont en même temps vendre des produits probiotiques, en quoi il faut prendre tel et tel probiotique, et puis tout reste dans le vert ou repasse en zone verte. Mais il n'y a aucune étude qui confirme que ces probiotiques sont efficaces. Je regarde, oui, je trouve intéressant.
et à la fin de la journée, j'essaie de faire comprendre aux patients. En principe, une flore intestinale saine, c'est une flore intestinale multiculturelle. Non pas comme l'UDC qui essaye toujours de nous faire comprendre qu'il faut avoir une population uniforme dans l'intestin. C'est justement la multiculturalité qui fait toute la différence. Il faut avoir différentes cultures et ces différentes cultures dans l'intestin, on ne peut pas les avoir en mangeant toujours le même probiotique, mais plutôt c'est la diversité alimentaire qui fait. Parce qu'on sait bien qu'une alimentation bien équilibrée fait que différentes souches et sous-unités commencent à croître, à évoluer, et le tout devient beaucoup plus diversifié. C'est hyper intéressant, hyper intéressant. Ah, je trouve que cette histoire de multiculturalité, ça vaut pour la vraie vie aussi, mais bon, petit commentaire. Ce qui m'intéresse, moi, j'ai grandi dans un ménage asiatique. Est-ce que mes cultures de microbiome sont différentes que celles de toi? Oui, en effet, on l'a testé. On a essayé de prendre différentes ethnies et de les comparer. Les hommes et les femmes sont différents aussi. Donc, en effet, tout ça, c'est des facteurs, le genre, l'ethnie. Mais ce qui est surtout important, c'est le génie génétique, à savoir quelles sont les conditions génétiques. À mon avis, c'est la chose la plus importante pour toute cette flore intestinale. Ce qui est fort intéressant aussi, c'est que si par exemple on vit à deux dans un même ménage, les différents microbiomes vont s'adapter l'un à l'autre. Bon, c'est une espèce d'aspect de thérapie de couple. La prochaine fois qu'on va se disputer avec le partenaire et la partenaire et que ça fait 17 ans qu'on vit ensemble, bon, on a appris que les informations génétiques, c'est 100 milliers de fois de plus que ce que nous avons. Donc le partenaire, il est presque identique à qui nous sommes s'il a la même flore intestinale et peut-être ça aide à se concilier avec le partenaire et en cas de litige, de dispute avec le partenaire, il faut savoir que le partenaire génétiquement est presque la même chose que soi-même. Je ne sais pas si ça aide psychologiquement, je ne sais pas si ça aide. Parce qu'à ce moment-là, dit mince, je me bats contre moi-même. Est-ce que c'est vraiment utile? Mais bon, mais c'est une idée intéressante. Il y a 20 ans, on s'est dit est-ce qu'on a des enfants communs? Et maintenant, on essaie d'avoir un microbiome de partager. Oui, voilà. Ou le chien commun. Et en termes d'alimentation et de nutrition, est-ce qu'on peut influencer son microbiome à travers l'alimentation? Stéphane l'a déjà très bien dit avec cette alimentation diversifiée. C'est des probiotiques mais des prébiotiques. C'est les aliments de la flore intestinale. La flore intestinale va manger ces aliments, ces prébiotiques, et ainsi soigner la flore intestinale. L'alimentation équilibrée, qu'est-ce que c'est pour toi, une alimentation équilibrée? Tama, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai appris qu'il faut avoir beaucoup de couleurs dans l'assiette, donc des légumes de différentes couleurs, légumes verts, orange, oui, arc-en-ciel, oui. Et puis des protéines, des graisses et des glucides. Voilà. Voilà ce que je pense que c'est une alimentation équilibrée. Oui, tu as bien expliqué, en effet. Il s'agit de la composition des repas, qu'est-ce qui se trouve dans l'assiette, les composantes, pour avoir toutes les autres composantes dans l'assiette, y avoir des glucides, des protéines, des fruits et légumes et des graisses. Pour ce qui est des quantités aussi, et aussi variées que possible. Pas toujours manger les mêmes choses, mais manger différents aliments et pas toujours tous les jours des pâtes, que des pâtes. Et les fibres alimentaires sont essentielles aussi. C'est quoi les fibres alimentaires? Ce sont les composantes des plantes qu'on ne peut pas digérer. Ça se trouve dans les fruits et légumes, ça se trouve également dans les graines, les produits intégraux, les noix, ces fibres alimentaires. Bon, on parle du microbiome et on dit une très grande diversité. Si on est végétarien ou végétalien, est-ce que ce mode alimentaire qu'on a une variété moindre au niveau du microbiome? Donc, est-ce qu'un certain style alimentaire qui fait qu'on renonce à certains aliments a des conséquences négatives? Il y a des études qui se sont penchées sur la composition des microbiomes des végétariens et des végétaliens, comparé à des gens qui mangent tout. Et en effet, il y a des différences. La question de savoir si ces différences ont une importance clinique, ça, on l'ignore encore. Mais c'est sûr qu'il y a des différences.
certaines familles de bactéries sont multipliées ou bien réduites en fonction du style alimentaire, donc chez les végétaliens et les végétariens. Mais ce qui est décisif, et je pense que c'est très important de le dire, ce que Fabienne a dit, c'est la diversité qui compte. Et c'est pas seulement lié à la viande ou pas la viande. Parce que avec une alimentation riche en viande, tu peux quand même très peu varier. Et si tu es végétalien, tu peux quand même avoir un style alimentaire très très diversifié. Donc en effet, la répartition des quantités est importante, la variété est importante. Et il faut surtout pas toujours manger la même chose. Toujours manger la même chose, c'est néfaste et ennuyeux pour notre flore intestinale. Oui, mais moi, je peux tout manger. Bon, vouloir, donc je peux tout manger. Et puis il y a des gens qui ont les intolérances. Qu'en est-il avec des personnes qui souffrent d'intolérance alimentaire? Est-ce que le fait de ne pas pouvoir manger certaines choses fait qu'il faut opter pour un style très peu varié? Oui, il faut essayer. Lorsque vous souffrez d'intolérance alimentaire, il faut quand même veiller à avoir un style alimentaire très très varié. Bon, d'une fois, il y a le choix, la volonté. Est-ce que je veux manger diversifié, mais également les communautés religieuses qui font que certains aliments ne sont pas mangés. Il y a des personnes qui ne peuvent pas manger certains aliments parce qu'ils ont des intolérances ou bien des convictions. Mais il faut toujours essayer de faire le maximum de ce qui est possible. Et l'important, c'est d'être bien. Et être bien, c'est manger aussi diversifié que possible, aussi varié que possible. Et je te donne ensuite la parole pour la partie physiologique, mais pour la partie psychologique, il faut que ce soit du plaisir. Il faut éprouver un plaisir lorsqu'on mange. Souvent, dans toute cette question de nutrition, on néglige le plaisir. On est trop concentré sur ce qu'il faut manger. Alors, ce qui m'intéresse d'un point de vue psychologique, c'est le pourquoi on mange et comment est-ce que je suis lorsque je mange. Est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que je mets tout juste des choses dans la bouche? Est-ce que je m'alimente juste ou est-ce que je mange bien et j'éprouve un plaisir quand je mange? Est-ce que c'est peut-être lié à un échange social, au plaisir de vivre? Ça, c'est le facteur central, à mon avis. Donc le lien entre la psychologie, donc notre psychisme, et l'intestin sera regardé dans le détail parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais venons-en à la partie physiologique, les probiotiques, les cures de désintoxication. Souvent, on entend des gens qui disent « Ouais, je vais me taper une cour de désintoxication pour désintoxiquer le corps. » Moi, ça me rappelle à nouveau cette science-fiction avec l'invasion. Est-ce que ça sert à quelque chose? Et est-ce qu'il y a des preuves scientifiques qui montrent que ces cures de désintoxication, ça sert à quelque chose? Non, ces preuves n'existent pas. C'est un sujet important. C'est peut-être un sujet émotionnel aussi. Et en effet, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est la cure de désintoxication. Il y a des milliers. Il y a différentes cures et différentes manières de faire ces cures de désintoxication. Tout d'abord, il faut se mettre d'accord sur une définition. C'est un terme assez générique, mais en principe, il faut savoir que notre corps est tellement bien équipé, c'est un tel miracle que nous avons des organes qui vont nous désintoxiquer. Nous avons les reins, nous avons le foie, et ce sont des organes qui sont responsables de cette désintoxication. Je répète, une alimentation bien équilibrée, c'est important. Ensuite, il faut laisser du temps au corps de digérer pour qu'il mette de l'ordre lui-même. Mais à mon avis, ces cours de désintoxication, je trouve pas ça trop bien. Surtout, c'est des poudres ou des machins pareils, des substances artificielles. À mon avis, je trouve pas ça très intelligent. Je regarderai plutôt quel est l'objectif et puis je contacterai un expert pour savoir comment. Mais en principe, je suis plutôt prudente. Et est-ce que ça sert à quelque chose? J'en doute fortement. Surtout ces poudres, ça peut rapidement devenir très très cher, absolument. Toutes ces promesses. Donc toi, tu es très critique vis-à-vis de ces cures. Comment tu vois les choses, Stéphane? Oui, je suis d'accord avec toi. En effet, il faut vraiment savoir de quoi on parle. Bon, le jeûne, ça peut également être considéré comme étant une cure de désintoxication. Il y a des études qui montrent que ça sert à quelque chose, mais la question de savoir si toutes ces poudres ou tous ces produits servent à quelque chose, oui ou non, je ne sais pas.
La personne qui essaye de me vendre ces poudres, je voudrais bien qu'elle produise des études qui prouvent que c'est vraiment utile, que ça sert à quelque chose. À la télé, on voit souvent de la pub pour du yaourt probiotique ou prébiotique. Est-ce que ça sert à quelque chose? Mais c'est pas une cure de désintoxication, mais c'est un aliment que l'on prend pour nettoyer ou renforcer sa flore intestinale. Qu'est-ce que tu en penses de ces produits qui sont vendus comme étant particulièrement bien pour l'intestin? Bon, c'est sûrement pas faux. Les probiotiques, pour expliquer cette question, c'est comme des micro-organismes en vie, des bactéries qu'on ingère. Et les prébiotiques, c'est ce que ces bactéries mangent, c'est la bouffe de ces bactéries ou le repas de ces bactéries. Et si on veut consommer des aliments probiotiques, la question de savoir combien de ces probiotiques atterrit au niveau de l'estomac, est-ce que la quantité est suffisamment grande, est-ce que l'acide gastrique ne va pas tout de suite tuer ou casser, détruire ces probiotiques. La question est de savoir quelles bactéries se trouvent dans le yaourt pour que ça serve à quelque chose, je ne sais pas. Il faut peut-être aussi se poser la question suivante. Souvent, c'est des poudres, des cours de désintoxication, des yaourts pour je ne sais pas trop quoi. On voudrait bien avoir le remède magique. Donc, la petite pilule qui nous rend en bonne santé, qui vous permet de vivre une longue vie, de ne jamais mourir, c'est un souhait que nous avons tous. Et il faut faire attention. Il faut savoir que cette potion magique, ce remède, ça n'existe pas encore. Je suis désolée. C'est grave, on va tous mourir. C'est grave, mais c'est comme ça et c'est quelque chose qui est très très discuté dans la culture. Il y a toujours tous ces phénomènes de superfood, super tendance, le régime paleo, c'est la meilleure des choses, ou ceci ou cela. Oui, ça peut être intéressant, ça peut être un changement intéressant de manger autre chose et de se pencher sur certaines choses. Mais je répète, il n'y a pas le remède magique, pas la potion magique. Si ça existait, Stéphane serait au chômage et Fabienne aussi. Et nous, on va tous avaler notre petite pilule et on va jamais mourir. Donc, je trouve très important qu'on s'aperçoive de ceci et qu'on mette le tout dans un cadre et qu'on recherche jamais pas le remède merveilleux, parfait. Nous partons toujours du principe que l'être humain est sain, mais quand la personne est malade, tout change aussi. Lorsque la personne est malade, il faut la traiter différemment. Oui, tu évoques la thérapie. Thérapie d'une maladie, oui, tout à fait, oui. Est-ce qu'on parle de maladie psychique ou physique? Ben, les deux. Moi, j'avais parlé d'une maladie physique et toi plutôt psychique. Alors, on peut tout de suite en venir à ce sujet. Alors, commençons tout de suite. J'ai entendu dire qu'il y a une espèce d'axe intestin-cerveau. Cet axe intestin-cerveau, c'est un concept qui existe depuis 10 ans. C'est un concept qui dit que le cerveau est lié à l'intestin. Ça communique. Le cerveau communique avec l'intestin et très probablement des bactéries intestinales vont activer des neurotransmetteurs. Ça passe à travers le système nerveux entérique et ça traverse ensuite des nerfs, par exemple le nerf vague, ça va en direction du cerveau, où différents messages sont transformés et ensuite le cerveau peut influencer l'intestin avec cette boucle de retour, ce feedback. Donc il y a un lien qui existe entre le cerveau et l'intestin. Et c'est ce qu'on appelle, c'est cet axe intestin-cerveau et c'est là que le microbiome intervient. On a l'impression que dans ce circuit bleu, il y a également des bactéries intestinales qui jouent un rôle important et que ces bactéries intestinales peuvent également influencer notre psychisme. Cette histoire de zombies, en principe, on n'est que des zombies qui sommes contrôlés par notre intestin. Donc, nous avons notre propre intelligence dans la zone intestinale. Est-ce que c'est comme un deuxième cerveau? Oui. En effet, on parle du deuxième cerveau, ça sont les nerfs, c'est justement le microbiome et en effet, ces organes vont saisir des informations, transmettre des informations et sont hyper importants. Bon, the stage is open for you, Ronia. Raconte-nous, qu'est-ce qu'on sait? Quelle est l'influence du microbiome ou de la flore intestinale sur notre bien-être? Oui, c'est justement le domaine où nos domaines d'activité se croisent.
où il s'agit surtout de la recherche clinique. Ce qui est fort intéressant, c'est la question de savoir si, par exemple, une intervention dans le microbiome ou dans la flore intestinale pourrait être utile pour les personnes souffrant de dépression, quelle thérapie proposer aux personnes souffrant de troubles dépressifs. Est-ce qu'on peut changer de style alimentaire pour influencer la flore intestinale ou le microbiome? On sait qu'il y a ce lien. Et la recherche est allée encore plus loin. La recherche a constaté que lorsqu'on va traiter les personnes souffrant de troubles dépressifs, on va prendre en compte des interventions alimentaires aussi. Donc c'est quelque chose qui est dans le pipeline. On n'a pas encore énormément d'études, car il faut beaucoup d'études. Mais aujourd'hui, on ne peut pas encore dire qu'une personne souffrant de dépression, qu'elle doit changer de régime alimentaire et qu'elle sera à nouveau très heureuse. Oui, justement, ça rejoint ce que je voulais dire. Stéphane l'a très bien dit. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore. Et ce qui est discuté pour l'instant, c'est plutôt le niveau de la recherche, mais nous ne savons pas encore exactement qu'est-ce qu'il faut vraiment faire, pour que ça ait tel et tel effet. Et ce que l'industrie fait souvent, ils disent ouais, intéressant, la recherche a montré ceci, allez, on va promouvoir un produit, il faut prendre ça, et puis après tu vas plus souffrir de troubles dépressifs et tu n'auras pas de dépression. Je vous dis, cher ami, c'est pas simple comme cela. Il faut savoir que la dépression a tant et tant de causes et de racines. D'une part, ce sont des raisons chimiques, des causes chimiques, mais il y a également d'autres aspects qui vont avec. Donc, c'est pas si simple que cela. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas trop vouloir tout mettre sur le compte du microbiome, mais c'est sûr que le microbiome est une source d'espoir et ça donne de l'espoir à un grand nombre de personnes que le microbiome saura expliquer beaucoup de pathologies et de troubles. Et ça reste hyper intéressant. Et moi, je trouve ça une source d'inspiration. Je trouve fort intéressant cette idée que c'est pas seulement le niveau comportemental qui joue un rôle, mais il y a plein de choses qui sont biochimiques. Beaucoup d'éléments biochimiques ont des répercussions sur le psychisme somatophysique, pas seulement physico-somatique. Donc, que la physiologie va influencer le psychisme et le système hormoneux endocrinolien. Les femmes, par exemple, savent très bien lorsqu'elles ont leurs règles. Tout autour du moment où on a ces règles, l'humeur change. Et c'est directement lié au niveau hormonal du corps. Oui, permets-moi d'intervenir parce que je trouve ça toujours intéressant, cette vue holistique. On peut pas dire ça c'est ça et ça c'est pas ça. Bon, de toute manière, je vais pas dire ça. Mais c'est toujours l'ensemble qui joue un rôle. Il ne s'agit pas seulement de ce que je mange, mais il s'agit de tout le comportement alimentaire. Et ça, c'est beaucoup plus complexe, tout comme Rodia l'a très bien décrit. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. L'alimentation, ça peut être une ressource sublime, mais ça peut peser très lourd aussi. Si la nutrition est toujours très peu variée et que ça nous stresse, ça peut être stressant. Pour moi, c'est comme un enfant, c'est comme un animal domestique. Moi, je voudrais bien que mon chien, mon chat soit bien, donc il faut s'occuper de cet animal domestique. Oui, c'est comme un animal, tout à fait. Celles et ceux qui ont des chiens et des chats, ils font toujours attention et ils vont d'ailleurs toujours ramasser la crotte de chien et la regarder. Donc, je reviens à mon analyse des selles. Et moi-même, chez nous, on le fait pas. On regarde les crottes de chiens, mais pas les nôtres. Et je trouve hyper dommage qu'on soit tellement loin de nos selles. Alors, est-ce que tu voudrais bien qu'on consacre toujours un petit moment à nos selles? Oui, mais je répète, pensez à la structure des toilettes. Nous avons des toilettes qui sont construites de manière à ce que les selles disparaissent tout de suite. Donc, ça disparaît, presque plus visible. Et puis, il y a des toilettes qui sont construites et qui font qu'on nous présente les selles comme sur une grosse assiette. C'est quand même intéressant. J'ai dit que je suis obsédée par ce système, ce sujet, mais je trouve ça intéressant. Ce que j'ai entendu chez toi, Ronia, c'est que on est en train de voir quelle est l'influence du microbiome sur notre psychisme. Mais on a vu la flèche qui va en sens inverse aussi. Est-ce qu'on a déjà des informations plus amples ou est-ce qu'on est juste tout au début? Quelle est l'influence du psychisme sur notre flore intestinale? Est-ce qu'on connaît cette direction? Oui, c'est sûr que tous les troubles
tous les troubles psychologiques ou tous les traitements psychiatriques peuvent avoir une influence sur l'activité intestinale et c'est quelque chose que Ronya voit régulièrement avec ses patients et patientes. Si par exemple la personne a des dépressions ou souffre d'une maladie psychique, ça a tout de suite des conséquences sur l'intestin. Le psychisme influence directement l'intestin. Ça a différents niveaux. Nous avons dit que d'une part, il s'agit de l'activité physique, mais je mange différemment aussi quand je suis pas bien. Ce niveau existe aussi. Je vais sélectionner d'autres aliments. Notre psychisme influence le choix d'aliments que nous mangeons. Si par exemple je suis isolée, que je me retire, je mange différemment, vous le savez. Peut-être on ne va pas se cuisiner des légumes, des petites poêles de légumes et vraiment fêter ce dîner, mais on va grignoter seulement. Oui, si tu es nerveux, parce que tu dois monter sur scène, tu es nerveux et tu sens que tu as des douleurs abdominales et ça fait que tu n'as peut-être plus envie de manger. Alors qu'en vacances, on adore manger. Souvent on dit quand on n'est pas bien, aïe aïe aïe, je le ressens au niveau des tripes, j'ai mal à l'estomac, j'ai des douleurs abdominales. Oui, oui, justement, je le ressens au niveau de l'intestin. Oui, ou des tripes, c'est peut-être pas les tripes, mais l'intestin. Et en effet, quand on est crispé, tous les muscles sont crispés aussi. Essayez de vous décontracter. Tous les muscles tout autour de votre estomac vont se décontracter. On inspire plus profondément et ça nous donne beaucoup plus d'espace. Les femmes qui ont fait une grossesse remarquent que le bébé devient de plus en plus grand et ça fait que l'intestin et tout est comprimé. Ça comprime les intestins et parfois ça procure cette douleur abdominale et cette sensation qu'on ne peut plus inspirer, respirer profondément. Dès qu'on donne de l'espace à l'estomac et qu'on inspire, expire profondément et on a plus d'espace, oui. Gonflez bien votre estomac, de temps en temps ça fait du bien parce que c'est important pour notre bien-être psychique, parce que le tout est lié à la dilation, à nos selles et à la manière dont on conçoit notre corps. Je trouve ça très intéressant. Au début de ce stream, les personnes qui nous regardent, j'avais promis qu'on va vous apprendre des choses qu'on peut appliquer tout de suite. Nous avons parlé du contexte entre le psychisme et notre flore intestinale. Tu as dit, allez, décontractez-vous, décontractez-vous. Oui, voilà, c'est quelque chose qu'on vous apprend. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Se décontracter pour que cette collaboration fonctionne bien entre l'intestin et les intestins. Est-ce que tu as d'autres trucs et astuces? Une autre chose qui se produit souvent est liée à la répartition de la flore intestinale dans le tractus gastro-intestinal, dans la bouche. Nous avons beaucoup de bactéries. Peut-être la prochaine fois, quand on va embrasser quelqu'un, rappelez-vous qu'il y a beaucoup de bactéries, beaucoup plus de bactéries que si par exemple on va embrasser des selles. Non mais arrête, mais, oula. Bon bref, en tout cas ça descend dans l'œsophage et puis dans l'estomac. Et dans l'estomac, tout ce qu'on mange est couvert de bactéries et le tout est tué grâce à l'acide gastrique. Et ensuite, l'aliment entre dans le petit intestin grêle. Il y a des personnes qui prennent des médicaments spécifiques qui font que l'acidité dans l'estomac est réduite. Et qu'est-ce qui se passe? Ces bactéries qui entrent dans l'estomac ne sont pas tuées, mais vont directement dans le petit intestin grêle. Et tout d'avant, il y a une pathologie qui fait qu'on a trop de bactéries dans le petit intestin grêle, à un endroit où il n'y a pas de bactéries. Il y a tout d'un coup des bactéries. Alors, arrêtez avec ces produits qui réduisent l'acidité dans l'estomac. Oui, tu m'as dit qu'est-ce qu'on peut recommander aux gens et c'est justement ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? Une fois qu'on prend ces inhibiteurs de l'acidité de l'estomac, il faut vraiment se poser la question de savoir est-ce qu'il faut vraiment prendre ces inhibiteurs d'acidité de l'estomac. Une fois qu'on s'aperçoit que ce n'est pas nécessaire, il faut réduire gentiment la quantité parce que si vous avez des bactéries dans le petit intestin grêle, dès qu'on mange quelque chose, il y a une rencontre entre ces bactéries et les aliments. Il y a la métabolisation, c'est un bioréacteur. Il y a beaucoup de gaz intestinal et les gens ont le ventre hyper gonflé.
On a vraiment l'impression que ces personnes sont enceintes. Donc, lorsqu'on souffre de trop de bactéries dans le petit intestin grêle et que le ventre est gonflé comme si on était enceinte, il faut se demander, est-ce que je prends peut-être trop d'inhibiteurs d'acidité de l'estomac? Et est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est quoi ces inhibiteurs d'acidité de l'estomac? C'est quoi? Ça réduit l'intensité de l'acide gastrique. Pourquoi on prend ça? Parce que ça vous est prescrit. Oui, il y a certaines pathologies, on est obligé de prendre ces inhibiteurs. Donc, s'il vous plaît, avant d'appliquer ce que je vous dis, consultez tout d'abord votre médecin de famille ou le spécialiste. Mais souvent, je vois que lorsque les personnes prennent ces inhibiteurs, après, il y a des bactéries qui atterrissent dans le petit intestin et ça provoque ces gonflements et ces ballonnements. Ce que j'ai appris, que tout est lié. Toute cette question de digestion, c'est hyper holistique. Déjà, ce qu'on ingère, ce qu'on mange, mais lorsqu'on intervient à un endroit, ça peut avoir des récupérations à un autre endroit. C'est comme une spirale vers le haut et vers le haut. Tout a des conséquences. Chaque action a une conséquence. Donc, si déjà on est un peu déprimé et qu'on change ensuite de style alimentaire, qu'on mange mal, la malbouffe, il peut y avoir cette spirale vers le bas. C'est pas forcément une spirale vers le bas, mais je dirais plutôt que c'est une interaction et une complexité. Nous, les humains, on est beaucoup plus complexe qu'on le croit. On n'est pas seulement un cerveau et un intestin, mais on est beaucoup plus complexe. Et je trouve super que la médecine aille gentiment en direction de cette complexité et qu'il y ait cette collaboration entre experts et qu'il y ait cette médecine interdisciplinaire, qu'on ne se limite pas à sa discipline médicale. Lorsqu'il y en a quelqu'un qui dit « Ah, je peux te guérir avec tout », je serais déjà sceptique parce que malheureusement, les choses ne sont pas si simples que cela. Et c'est pourquoi il faut du travail au niveau psychologique, mais également au niveau alimentaire et au niveau gastro-intestinal aussi. C'est cette interaction qui fait toute la différence. On est complexe et on est beaucoup plus intéressant que l'intestin et le cerveau. Voilà. L'intestin et le cerveau qui cohabitent séparément. Fabienne, je voulais poser la question aussi. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment faire quelque chose pour améliorer notre santé intestinale? Moi, je dirais une alimentation équilibrée, variée, aussi variée que possible. Fruits, légumes, des produits intégraux, tester des pains intégral, des noix, des céréales intégrales. Ce que je trouve très très important aussi, et ça fait partie du comportement alimentaire, Ronia avait parlé du plaisir. Et j'ai oublié de le dire, mais en effet, le plaisir fait partie d'une alimentation bien équilibrée. L'alimentation ne doit pas être conçue comme un processus d'optimisation personnelle, mais ça doit faire plaisir. Procurer un plaisir, être une envie. Ok, j'adore ce sujet de l'optimisation personnelle, qu'on se dit, voilà, la santé, ça peut s'optimiser. Est-ce que vous êtes de l'avis que c'est surévalué ou est-ce qu'on peut dire aux gens, finalement, vous vous sortez déjà très bien, mais il y a quand même cette possibilité d'optimisation personnelle? Non, mais je ne veux pas trop insister sur le point que j'ai évoqué, mais ce que nous essayons de dire, que c'est un style de vie sain, et un style de vie sain, ça comprend beaucoup d'aspects. Et je ne veux pas dire par là un style de vie optimisé, mais sain. C'est justement le bon petit verre de vin que l'on prend et la manière décontractée de traiter son corps, de traiter son quotidien. Cette sérénité, c'est très très important. Et si ce fameux terme d'optimisation personnalisée consiste à se poser la question de savoir qu'est-ce qui me fait du bien, c'est parfait. Et comme dit Fabienne, avoir confiance en son corps. Voilà, avoir confiance en son corps et se dire le corps, il est bien, être respectueux vis-à-vis du corps, tout à fait. J'avais une question qui m'a échappé. Attends, je réfléchis là. C'était peut-être lié au sel. Oui, 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 on va revenir à tes sels. Ronia, les bactéries, quand on embrasse quelqu'un. Mais les bactéries, c'est pas mal. J'ai vu que je vais avoir une culture aussi variée que moi, donc je devrais embrasser toutes les personnes. Comme quoi, filez-moi vos bactéries, votre microbiome, et puis je serai bien. Allez, je vais embrasser tout le monde, non?
les bactéries. Moi, je pensais toujours que les bactéries, c'est quelque chose de négatif qui me rend malade, mais quand je t'entends parler, j'ai l'impression, plus il y a des bactéries en moi, plus c'est diversifié, plus mon corps est prêt à se défendre. À la fin de la journée, la vie, c'est pas du noir et blanc. Toi, tu voulais montrer ça en noir et blanc. Il y a 50 Shades of Grey, il y a 50 variétés de gris. C'est pour ça que je ne peux pas te donner une seule réponse. Il y a des bactéries, des germes qui nous rendent malades. Et ces germes qu'on a dans la bouche, qui nous rendent malades, on ne veut pas les transmettre aux autres en les embrassant. Il y a des personnes qui souffrent de parodontose et des caries. Ça aussi, ça se transfère. Il y a des études qui prouvent qu'on pourrait transmettre ceci aussi en embrassant des personnes. Donc, finalement, ça n'est pas si noir et blanc. Mais pour en revenir à ce que Ronya a dit, il faut que ce soit du plaisir. Le plaisir est tout ce qui fait plaisir. Et ça, et la santé, c'est ce qui te fait du bien. Voilà, le slogan d'à tout prix. Franchement, je verrais les choses aussi. Et le plaisir, d'ailleurs, ça peut activer notre système immunitaire. Donc, c'est vraiment une combinaison importante. Le fun, le plaisir, oui. Quelqu'un comme moi qui adore le sucre pourrait interpréter ça de manière un peu erronée. Le chocolat, pour moi, ça me fait toujours plaisir, mais après, j'entends que je dois opter pour un style de vie alimentaire diversifié, mais le chocolat en fait partie. Ok, alors, je pense qu'on s'est compris. Ouais, ouais. Je prends toujours différents types de chocolat, c'est ça. Mais une autre chose que j'ai vraiment trouvée intéressante, tu as dit qu'il ne s'agit pas seulement de ce qu'on mange, mais également du comportement. Et je voulais bien revenir à cette question de comportement alimentaire. Comment est-ce qu'on apprend notre comportement alimentaire et pourquoi est-ce qu'on se comporte comme on se comporte quand on s'alimente? Question intéressante et je voudrais bien m'échanger avec Ronya à ce sujet. À mon avis, on l'apprend déjà dans le ventre de la maman et une fois que tu es né, tu l'apprends tout de suite. C'est marqué par tant de facteurs, mais je dirais que dès le début, une fois que tu es né, tu l'apprends ce comportement. En effet, c'est très intéressant. Souvent, on ne s'aperçoit pas que pendant la grossesse, tu manges. Et ce que la maman mange influence le bébé. Parce que le bébé, il flotte dans de l'eau et ce que la maman mange est dans cette eau, donc le bébé le ressent. Et finalement, la maman va influencer le goût du bébé en fonction de ce qu'elle mange. Voilà, maintenant on le sait. Voilà, tu sais pourquoi tu aimes le chocolat. Ta maman, elle a toujours mangé des chocolats. Mais en tout cas, cette préférence pour le sucré vient aussi à cause du lait maternel. Le lait maternel a un petit goût sucré, c'est pourquoi les enfants aiment le sucré. C'est déjà une espèce d'imprégnation, un entraînement. Et les choses sucrées ne sont pas toxiques, donc il faut pas voilà, souvent les choses sucrées n'étaient pas toxiques, donc c'est pourquoi on est marqué qu'on aime le sucré. Et puis après, le comportement alimentaire est en principe ce qu'on nous montre, la culture alimentaire de la famille, ce que les parents mangent, comment on partage les repas. Comme parents, on a souvent l'impression que l'enfant devrait manger ceci et cela, qu'il faut montrer. Et les enfants ont un accès tout à fait intuitif aux aliments. Et il ne faut pas commencer à vouloir contrôler ou déformer cet instinct. Les petits-enfants, par exemple, il y a des périodes où ils veulent manger plus que des pâtes, ou bien plus que des frites et des patates. Et à un moment donné, tout d'un coup, ils changent parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont besoin d'autre chose. Et ça stresse beaucoup de parents. Oui, parce qu'on vient d'apprendre qu'il faut s'alimenter de manière diversifiée. Et comme parents, on va tout de suite se faire des soucis comme quoi « Oh, mon gamin, il mange plus que des pâtes ». Comment réagir? Comment être moins stressé? Est-ce que c'est écho si, je ne sais pas, pendant les semaines, l'enfant ne mange plus que des pâtes? Oui, en effet, c'est une question qu'on pose souvent. Des parents qui sont en effet hyper stressés parce que le gamin ne mange plus qu'un aliment, parce qu'à table, on parle plus que bouffe, etc. Et un problème,
Le problème, c'est que d'une part, les enfants apprennent très très rapidement. Oh tiens, ça stresse mes parents. C'est un mécanisme qui me permet d'avoir un levier très important, un bouton sur lequel il faut tout juste appuyer, et puis les parents s'en stressent. Mais en même temps, une atmosphère décontractée pendant les repas est très importante. Il faut que l'atmosphère à table soit décontractée. Et c'est pas décontracté si maman et papa sont là. Allez, mange ton brocoli, mange ton brocoli. En même temps, les enfants regardent ce que font les parents. Donc, en tant que parent, il faut montrer l'exemple. Il faut être décontracté à table comme parent. Il faut manger varié comme parent. Les enfants ne font que copier les parents. Ils trouvent ça très intéressant. Oui, manger de manière décontractée, de manière sereine. Pensez aux parents qui n'ont pas d'enfants. Je vois des personnes qui grignotent rapidement un petit encas, mangent un sandwich pendant qu'ils sont en train de regarder les emails. Donc ça, c'est un comportement qu'il faut éviter, n'est-ce pas? Ce que tu décris, c'est de la distraction pendant le repas. Et on a pu montrer, des études ont montré que lorsqu'on est distrait pendant qu'on mange, par exemple quand on regarde la télé ou qu'on travaille sur le smartphone ou qu'on vérifie ses emails, on mange plus rapidement et il y a moins de mastication. Et ce qui est très important aussi, on se rappelle plus ce qu'on a mangé. Donc, j'ai pas cette sensation de satiété parce que j'oublie ce que j'ai mangé. On oublie. Et comment j'ai mangé. Et pour ce sentiment de satiété et pour le rythme alimentaire, il est très important d'avoir ce souvenir alimentaire et avoir le souvenir de ce vécu. Si je n'ai pas ce vécu, ça me manque et j'aurai toujours faim. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre les repas qu'on prépare soi-même ou les repas qui sont cuisinés par quelqu'un d'autre? Tu veux dire sur la santé, si c'est mieux? Oui, et cet effet, tu as dit qu'il faut cette perception, ce souvenir, etc. Et je me dis, si on prépare le repas soi-même, ça peut avoir une influence positive. Oui, si, qu'on se rappelle mieux ce qu'on mange. Absolument, absolument, oui, oui, c'est censé. Pour voir un petit peu, mais qu'est-ce qui se trouve? Qu'est-ce qui se trouve là dans ce pot? Et la cuisine, c'est quoi? Ou aller faire ses courses et regarder, mais qu'est-ce que j'achète? Et comment je prépare mon plat préparé? Qu'est-ce que j'ingère? En principe, il vaut toujours mieux préparer ses propres repas au lieu de prendre du préfabriqué parce que tous ces produits préfabriqués sont beaucoup plus transformés. Oui, mieux vaut faire sa propre petite cuisine. Ouais. Gentiment, on se rapproche de la fin du live stream d'aujourd'hui. Ça a été vraiment hyper intéressant, mais je voulais tenir ma promesse. Et pendant ce dernier tour de table, je voulais un petit commentaire. Vous pouvez répéter ce que vous avez déjà dit, vous pouvez dire autre chose, mais quel est votre message au monde? Moi, je me rappelle plein de choses, mais je voudrais bien que vous nous dites qu'est-ce qui est particulièrement important pour vous. Quel est le take-home message et quel est le message principal? Et qu'est-ce qu'il faut tout de suite appliquer? Moi, je dirais profiter des repas, se prendre du temps pour manger et essayer de manger plus de fruits et de légumes et des noix, des graines, des semences quand on fait les courses. Acheter ceci et tester à la maison sur une petite salade ou alors comme petit encas. Une petite main de noix, de noisettes, de graines. Merci beaucoup. Stéphane, qu'est-ce que tu dirais? Aller chez le gastro-entérologue tous les ans? Non, pas du tout. Chez moi, c'est cette pathologie que j'avais décrite. C'est-à-dire trop de bactéries dans l'intestin grêle, SIBO Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Franchement, c'est un symptôme qui n'est pas suffisamment connu auprès des patients, mais malheureusement auprès des médecins aussi, et ça colle parfaitement bien au sujet qu'on a évoqué aujourd'hui, parce que ce n'est pas les mauvaises bactéries qui se trouvent dans le petit intestin grêle, mais qu'il y ait des bactéries dans cette petit intestin grêle, alors qu'il ne devrait pas y être. Ça peut avoir différentes sources, causes, ça peut être ces inhibiteurs de l'acidité de l'intestin. Le symptôme, c'est alors qu'on a mangé, on a le ventre gonflé, ballonné. Et après, il y a ces symptômes très peu spécifiques, par exemple la fatigue. On a l'impression de ne pas pouvoir se concentrer dans plein de choses négatives.
Et lorsque des spectateurs éprouvent des symptômes similaires, il faudrait vraiment réfléchir s'il s'agit peut-être d'un trop de bactéries dans le petit intestin grêle. Et à ce moment-là, ça serait peut-être bien de prendre contact avec le médecin pour faire quelques examens pour voir si on a affaire à ce phénomène. Oui, oui. Rodia, je suppose savoir ce que tu veux dire. Regarde tes selles. Non, arrêtons de rigoler. Mais franchement, je trouve très important que nous nous penchions sur notre physique, y compris nos selles, qu'on ne soit pas embarrassé à regarder ce qui se trouve dans les toilettes, à en parler et à se poser la question, est-ce que je me sens bien dans ma peau? Et deuxième sujet, savoir aussi, je me soigne, et ceci à tous les niveaux. Je me soigne pas trop. Tous les extrêmes, de toute manière, sont un indicateur qu'on recherche la potion magique, mais essayez de regarder le tout. Comment est-ce que je me porte physiquement, psychiquement? Comment se porte mon ventre, mon estomac? Comment est-ce que je suis bien dans ma peau? Super. Je vous remercie beaucoup. Je remercie toutes les expertes et tous les experts. À nouveau, ça a été un talk hyper intéressant, mais malheureusement, il faut en venir à la fin. Et ça y est, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez suivi ce stream pendant 1 heure, je voudrais bien connaître votre avis. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Est-ce que c'était les bonnes questions? Et quel est le prochain sujet que vous voulez traiter? Tout ceci peut être saisi dans le feedback. S'il vous plaît, remplissez cette petite revue de feedback. Ça nous aide à trouver des sujets intéressants. Le prochain Atoprefi Fit Digital Talk aura lieu le 11 mai 2022. Il s'agit d'un talk avec la championne olympique de triathlon et ambassadrice de santé à tout prix Nicolas Spirik sur le thème de la force mentale. Donc, à recommander le 11 mai, s'il vous plaît, saisissez dans vos agendas. Et je saisis l'occasion pour vous dire merci beaucoup de votre écoute et à tout bientôt. Bonne soirée à tout le monde.